Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Havard, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Eureka. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de la moitié des spectateurs à ne pas encore l'être, ça soutient énormément la chaîne, donc n'hésitez pas. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. En plus de ça, vous pouvez activer la petite cloche et partager en masse à votre entourage, je vous en remercie et bonne vidéo. Comme chaque semaine, c'est vous qui décidez au travers de vos commentaires quels sont les thèmes abordés lors des prochaines vidéos et vous avez été très nombreux à choisir un sujet qui m'est très cher, c'est-à-dire celui des serial killer. Pardon? Des serial killer. Un quoi? Des serial killer. Hein? Des serial killers, des tueurs en série. Ah, serial killer. À dire vrai, ce thème est le tout premier qui a existé sur ma chaîne et d'ailleurs qui m'a donné envie de créer cette chaîne Eureka. Donc c'est avec un immense plaisir que je m'exécute. Le terme est peut-être mal choisi. Au contraire. Mais pour faire les choses bien et avant d'accueillir des épisodes qui seront consacrés à un serial killer en particulier, j'avais envie de créer cette petite vidéo genèse qui sera plus globale et qui nous permettra de nous servir de base finalement pour les prochains épisodes. Ne vous inquiétez pas, nous aborderons quand même certains serial killers au cours de cette vidéo, mais nous ne ferons que les survoler. Je vous promets de rentrer plus en détail dans les épisodes par la suite. Et là, tu dis suite au lieu de série, faudrait savoir. Je suis pas sûr que tu nous aies manqué, le gris. On parie? Demande à les communautés de voter s'ils veulent que je reste ou pas. Ne nous tente pas. Commençons par les origines du terme serial killer. Vous verrez plus tard dans cette vidéo que les tueurs en série n'ont pas attendu d'être désignés sous cette appellation pour sévir, puisque celle-ci a été inventée dans les années 1970 par l'agent du FBI, Robert Ressler. Avant ça, on parlait de monstres psychosexuels ou même d'une monomanie homicide. Il a même été évoqué le terme mass murder pour qualifier Albert Fish, un grand tueur en série américain, qui, pour la petite anecdote, devait être normalement le thème de mon premier épisode sur les serial killers. Il est donc pas exclu qu'il réapparaisse sur cette chaîne un petit peu plus tard. Et tu les y incites parce que la vidéo est déjà écrite et que ça te ferait gagner du temps. Peut-être, mais aussi parce qu'il est une grande légende dans l'histoire des tueurs en série américains. Le terme serial killer se démocratise de plus en plus et devient même l'appellation commune, notamment grâce au procès de Ted Bundy entre 1979 et 1980 aux États-Unis. Encore un tueur qui mérite largement d'avoir son propre épisode. Pas sûr que celui-là fasse 15 minutes. Oui, de toute façon, il sortirait en temps utile et si le format ne convient pas, nous le découperons en plusieurs morceaux. On en revient à ce champ lexical, ça promet. Mais alors, qu'est-ce qu'un tueur en série? On parle de tueur lorsqu'un individu commet un meurtre, mais pour être qualifié de tueur en série, il faut une série. Merci pour le scoop. Et dans le jargon, il faut au moins 3 meurtres pour être considéré en tant que tel. Ouais, c'est pas faux. Ces meurtres peuvent s'étendre sur plusieurs jours ou même plusieurs années, et même contenir certaines périodes d'inactivité entre chacun d'entre eux. En général, les meurtres sont motivés par des pulsions d'ordre psychologique ou émotionnel, bien qu'il existe aussi des crimes d'opportunité, gratuits, qui sont perpétrés par pur sadisme ou tout simplement pour le plaisir de tuer. Malheureusement, les meurtres ne datent pas d'hier. On retrouve la trace du plus ancien cas connu il y a 430 000 ans sur un corps baptisé depuis la victime de Cima de los Huesos, en référence à la grotte de Cima dans laquelle il a été retrouvé. Des blessures périmortem infligées à l'aide d'outils, voire d'armes en pierre, montrent qu'il s'agit d'un meurtre et non pas d'un décès de cause naturelle. En même temps, la pierre, c'est naturel. Oui, mais l'acte en lui-même ne l'est pas. Il s'agira donc du cas le plus ancien connu de l'histoire. Évidemment, il ne s'agit pas du premier meurtre dont on ne saura probablement jamais la date exacte. Dès l'Antiquité, on retrouve notamment Locusta, ou Locuste, au 1er siècle après Jésus-Christ, baptisé sous le nom de
l'empoisonneuse. À cette époque, en l'an 54, Agrippine, la sœur de Caligula et descendante directe de l'empereur Auguste, épouse l'empereur Claude qui est aussi son oncle. Agrippine est déjà mère d'un fils dont l'histoire se souvient, Néron. Et depuis le début, Agrippine n'a qu'une idée en tête, installer son fils Néron à la place de son mari et oncle. C'est la raison pour laquelle elle va faire appel à Locusta pour empoisonner l'empereur Claude et laisser le trône libre pour son fils. Claude mourra en ayant connaissance du complot, mais trop tard. Un an seulement après la mort de celui-ci, Locuste reçoit l'ordre d'empoisonner quelqu'un d'autre. Mais cette fois encore, l'empereur Néron, puisque Claude a été zigouillé, Ça va, vous suivez? se doute de la manœuvre, mais décide d'épargner la tueuse car il a d'autres projets pour elle. En effet, il voudrait la voir assassiner Britannicus, son demi-frère et fils de l'empereur Claude, qui est un sérieux prétendant au titre. Locuste met son plan à exécution, sera une première fois, mais parvient à ses fins le 11 février 55, au vu et au su de toute la cour, lors d'un banquet officiel. Ça fout mal. Elle recevra l'immunité de Claude pour service rendu. Mais un meurtre en moins 430 000 et 2 empoisonnements à l'Antiquité, quel rapport avec un serial killer? Ah, j'aime quand tu suis. Nous avions évoqué l'idée qu'il fallait 3 meurtres pour être qualifié de tueur en série. Eh bien, Locuste peut faire partie de cette liste sans aucun problème. Non seulement ces 2 meurtres ne sont pas les seuls qu'elle a pu connaître, et encore aujourd'hui on ne connaît pas le nombre exact de ses victimes, mais en plus, elle faisait tester ses poisons directement sur ses esclaves pour parfaire son art. Et là, on parle de dizaines et de dizaines de victimes. Elle est condamnée en 69 par l'empereur Galba, qui met fin à son règne d'empoisonneuse. Attends, c'était pas Néron l'empereur? Si, mais il a été renversé par un coup d'État en 68. Locuste ne sera d'ailleurs pas la seule à hériter du surnom d'empoisonneuse. Nous parlerons certainement de Marie Lafarge ou même Marie Besnard, plus actuelle, dans le cadre des prochains épisodes sur ce thème. Fait notable, Locuste pratiquait la mithridatisation. Le terme provient de Mithridate, un roi du Bosphore et du royaume pontique dans l'actuelle Turquie, qui, au décès de son père et suite à la folle ambition de sa mère de récupérer le trône pour elle toute seule, décide d'ingérer de petites quantités de poison tous les jours pour s'en immuniser. Il y arrivera si bien que des années plus tard, lorsqu'il décide de mettre fin à ses jours en ingérant une énorme quantité de poison, il y survit et est obligé de demander de l'aide d'un garde du corps pour finir le boulot. Au Moyen-Âge, et plus exactement entre 1432 et 1440, nous pouvons parler de Gilles de Rais, Rien à voir avec Odile de Rais en début de vidéo? a priori non, qui officie en France et plus particulièrement dans le Maine-et-Loire. De son vrai nom, Gilles de Montmorency-Laval, ce seigneur de Bretagne et célèbre chevalier, n'en est pas moins un tueur en série prolifique, puisqu'on ne dénombre pas moins de 400 victimes en l'espace de ces 8 années de terreur. D'abord connu pour ses faits d'armes, il s'illustre pendant la guerre de 100 ans, dont on a déjà brièvement parlé sur l'épisode précédent, et devient même maréchal de France à la suite de plusieurs campagnes qu'il livre aux côtés de Jeanne d'Arc et qui aboutissent notamment à la libération d'Orléans. La guerre de 100 ans, Orléans, tu tournes un peu en boucle, hein? Oui, c'est ce que j'aime avec cette chaîne, c'est que finalement tous les thèmes se rejoignent. Mais après le décès de son grand-père en 1432 et les échecs militaires répétés de son cousin et allié, Georges de la Trémoille, Gilles va progressivement tourner le dos à la guerre, mais pas à la violence. C'est à cette époque que le maréchal va assouvir des pulsions de plus en plus brutales. Il entame une ère de barbarie, pendant laquelle il va massacrer, tuer et même violer des dizaines de victimes, parfois même en allant les chercher directement sur leur lieu de culte. Il tend des embuscades en forêt et de très nombreuses disparitions d'enfants sont signalées dans sa région, disparitions qui lui seront imputées à la suite d'une enquête ecclésiastique. Au final, malgré des aveux existants mais incomplets, on ne saura pas exactement le nombre de victimes du tueur, mais on les dénombre à environ 400. Ok, là on a une vraie série. Tu m'étonnes. Il sera finalement condamné à la peine de mort le 25 octobre 1440 pour le meurtre de 140 personnes, hérésie et même actes sexuels sur mineurs et invocation de démons. Ah ouais, quand même! Il sera donc pendu le mercredi 26 octobre 1440, puis son corps sera incinéré. Direction la Hongrie pour notre prochain serial killer en la personne d'Elisabeth Báthory, une comtesse hongroise baptisée sombrement la comtesse sanglante.
Elle naît le 7 août 1560 en Hongrie et connaît une période difficile dès son mariage forcé, puisque promise au comte Nadasdy à l'âge de 11 ans. C'est pas un peu jeune pour se marier? Rassure-toi, elle ne l'épousera qu'en 1575 alors qu'elle a 15 ans. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Élisabeth se fait à sa vie au château en embauchant du personnel et en accueillant des jeunes filles pour parfaire leur éducation. Ce n'est qu'à la mort de son mari en 1604 que des rumeurs concernant le château vont apparaître, rumeurs qui feront l'objet d'une enquête officielle. Durant cette période, Élisabeth aurait tué d'abord des paysannes qu'elle attirait chez elle avec des offres alléchantes, puis des jeunes filles qu'elle accueillait directement au château. Comme pour Gilles de Rais, on ne connaît pas le nombre total des victimes d'Élisabeth, qui varie entre 100 et 650. Élisabeth aurait même par ailleurs tenu un journal sur lequel elle marquait le nom de ses victimes, journal qui n'a jamais été retrouvé. Le 29 septembre 1610, Élisabeth est arrêtée dans son domaine par des hommes qui auraient retrouvé des femmes blessées, certaines emprisonnées et même le corps d'une jeune fille retrouvée sans vie au sein même du château. La comtesse aurait agi par pur sadisme, peut-être en écho à la perte tragique de ses enfants et à son mariage forcé, mais ce ne sont là que mes humbles hypothèses. Une légende dira plus tard qu'elle se baignait dans le sang de ses victimes pour s'assurer une beauté et une jeunesse éternelle. Et bien que ce mythe fut démenti par la suite, il lui collera à la peau jusqu'à ce jour. D'où son surnom? Et oui. Finalement, elle sera assignée à résidence jusqu'à l'âge de sa mort, le 21 août 1614 à l'âge de 54 ans. Une forme de peine à perpétuité qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur de sa sinistre carrière. Nous commençons à nous rapprocher progressivement d'une période bien plus appréhendable pour nous, comme le 19e siècle, qui a été particulièrement riche en matière de serial killers. À partir de ce moment, je n'entrerai plus dans les détails de chacun des serial killers dont je vais vous parler, puisque je pense qu'ils méritent chacun d'entre eux un épisode à part entière. Mais je me sens obligé d'en survoler certains dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et on va commencer par Jack l'Éventreur. Et oui, pas de nom ni de prénom, car ce tueur en série de Whitechapel, à Londres, n'a pour ainsi dire jamais été identifié. En fait, on ne connaît ce surnom que grâce à lui, puisqu'il envoyait des lettres à la presse de l'époque, signées Jack the Ripper. Quel accent! Pour revendiquer ses actes. Je vous mets la copie d'une lettre reçue en septembre 1888 par une agence de presse locale. Mais tu leur laisses même pas le temps de la lire! Non, la vidéo est assez longue comme ça, il suffira de mettre pause. Jack est accusé d'avoir tué plusieurs femmes, souvent des prostituées, avec un mode opératoire bien rodé, ce qui nous permet de distinguer le faux du vrai. En effet, on dénombre au moins 11 victimes, toutes des femmes, dans ce qu'on appellera plus tard les meurtres de Whitechapel. Mais seules 5 d'entre elles seront identifiées formellement comme étant les victimes de Jack l'Éventreur, puisque, comme son nom l'indique, elles ont eu la gorge tranchée, ont été éventrées et même certaines délétées d'un organe, ce qui nous laisse à penser que le tueur avait des notions de médecine ou de chirurgie. Ça pourrait être un boucher aussi. Oui, va mener ton enquête et surtout n'oublie pas de revenir pour les conclusions. Finalement, Jack l'Éventreur n'a jamais été formellement identifié. Pourtant, l'enquête et les dossiers de l'enquête qui sont toujours consultables aujourd'hui, ainsi que la photo de certaines de ces victimes au corps mutilé que je ne peux pas vous montrer pour des raisons évidentes, démontrent un travail colossal. Les meurtres perpétrés en août 1888 cesseront au mois de novembre de la même année si l'on s'arrête à ces victimes canoniques, c'est-à-dire celles qui ont été formellement identifiées comme étant les siennes. Notre prochain tueur en série a déjà été évoqué sur le compte Instagram Eureka, pour celles et ceux qui le suivent, puisqu'il s'agit de Herman Webster Mudgett, bien plus connu sous le nom de Henry Howard Holmes, ou tout simplement H.H. Holmes. Élémentaire, mon cher Havard. Non, pas ce Holmes-là. D'abord connu pour avoir récidivé dans des arnaques et des fraudes à l'assurance, alors qu'il était étudiant à l'université de Michigan pour devenir médecin, la réputation de Holmes va vite passer d'escroc à tueur. En 1886, Holmes est à Chicago lorsqu'il passe devant la pharmacie du docteur Holton dans le quartier d'Englewood. Hélas, le docteur est atteint d'un cancer et sa femme a du mal à faire tourner la boutique toute seule. C'est alors qu'elle engage Holmes comme assistant,
puis décide de lui vendre l'établissement à la mort de son mari l'année suivante. Mais Holmes, qui ne dispose pas d'un budget suffisant à cet achat, ne paiera jamais ses traites. Et étrangement, Madame Holton disparaîtra lorsqu'elle viendra pour réclamer son dû. Pratique. Il achète pourtant le terrain en face de la pharmacie et construit ce qui sera appelé l'Hôtel des Horreurs ou le Château des Meurtres dans certains cas. Il doit pas être très bien noté sur TripAdvisor, hein. Encore faut-il que les visiteurs survivent pour laisser un commentaire. D'après la presse de l'époque, cet hôtel bâti sur 3 étages est un véritable abattoir avec des couloirs secrets qui seraient connus de Holmes seul et qui lui permettraient d'agir secrètement et rapidement. Seront construits également une salle de torture et un four crématoire au sous-sol pour pouvoir disposer des corps et s'en débarrasser plus facilement. Malheureusement, Il est impossible de connaître le nombre exact des victimes, on le saura. c'est même pire que ça, on ne saura jamais vraiment faire la différence entre l'homme et la légende. Déjà parce que la presse a fait couler beaucoup d'encre sur l'affaire à l'époque, mais aussi parce que Holmes s'était payé grassement pour chacun de ses aveux, ce qui est très très pénible lorsqu'on veut distinguer le faux du vrai. Ce dont on est sûr, c'est que Holmes a tué au moins 4 personnes, ce qui suffit pour le condamner à mort le 7 mai 1896, peine qui sera appliquée par pendaison. Petite anecdote bonus, l'arrière-petit-fils de Holmes fait paraître un roman en 2011, dont je vous mets le titre à l'écran, et qui affirme, en ayant retrouvé des journaux intimes de l'époque, que Holmes, en plus de sa casquette d'hôtelier, était également Jack l'Éventreur. J'avais prévu de vous parler de tueurs en série plus contemporains, comme par exemple de Andrei Chikatilo, l'ogre de Rostov à la 50aine de meurtres, ou de Pedro Alonso Lopez, le monstre des Andes qui aurait fait plus de 310 victimes et qui est pourtant en liberté au moment où sort cette vidéo, mais le temps va nous manquer malheureusement. L'avantage, c'est que j'ai de quoi écrire une dizaine d'épisodes sur le thème des serial killers si vous me le commandez. Mais en attendant, intéressons-nous au profil de ces tueurs sanguinaires. Existe-t-il un profil type? Peut-on déceler à l'avance qui sera serial killer? Eh bien, oui et non. Merci pour cette réponse claire. Attends, je développe. Il existe beaucoup de points communs qui unissent chacun d'entre eux. Physiologiquement, on pourrait parler de la taille de leur amygdale ou de l'activité cérébrale réduite dans le cortex préfrontal, respectivement acteurs de la gestion des émotions et du lien social. De même, on retrouve des similitudes dans le comportement des tueurs. De la manipulation au narcissisme, en passant par le manque d'empathie ou même le sadisme. D'ailleurs, ces comportements sont généralement observés dès l'enfance de ces tueurs. Et l'enfance, parlons-en. Dans la plus grande majorité des cas, c'est elle qui conditionne les instincts macabres dévoilés plus tard à l'âge adulte. On y retrouve bien souvent des traumatismes, allant de l'absence d'un père à une mère protectrice, en passant par des sévices corporels et autres joyeusetés. Yay! En 1963, John Marshall McDonald, non, il ne s'agit pas de Ronald McDonald, évitons les blagues sur les Happy Meal, on n'a pas le temps. Ce psychiatre néo-zélandais évoque une triade qui portera son nom et qui associe 3 facteurs différents, la pyromanie, l'énurésie nocturne tardive et la cruauté envers les animaux, comme étant présents chez tous les enfants qui deviendront plus tard des serial killers. Bien que réfutée par de nombreux experts, cette triade peut être associée à de nombreux tueurs en série que nous verrons dans les prochains épisodes de ce thème. Là encore, pas d'égalité des sexes puisque l'on compte 3 hommes pour une femme chez les tueurs en série. J'aurais dit plus. De quoi, d'hommes ou de femmes? Non, ne réponds pas. Tout cela constitue une piste mais pas une certitude. Ted Bundy par exemple, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, a longtemps vécu en pensant que ses grands-parents étaient ses parents et que sa mère était sa sœur. Mais ce n'est pas le seul dans ce cas, puisque Jack Nicholson a vécu peu ou prou dans les mêmes conditions, et il n'est pas devenu serial killer pour autant. Mais il a quand même joué dans Shining. Oui, et dans Mars Attacks. La transition est toute trouvée, puisqu'il existe énormément de références aux serial killers à l'écran. Qu'il s'agisse du film Le Silence des Agneaux avec Anthony Hopkins, ou même de From Hell avec Johnny Depp, qui raconte d'ailleurs l'histoire de Jack l'Éventreur et dont le titre est également celui d'une lettre que Jack aurait envoyée en 1888. Au niveau des séries télé, on peut notamment citer You ou Dexter, qui parlent de personnages fictifs, mais aussi de Dahmer, une série qui traite du personnage éponyme
Jeffrey Dahmer, qui est un des plus célèbres tueurs en série par sa cruauté. Je vous conseille également l'excellent documentaire I Am Killer, disponible sur Netflix, et qui interviewe des tueurs en série incarcérés. Pour conclure cette longue vidéo, il est important de signaler que malgré la fascination que nous pouvons avoir pour les serial killers, il ne faut pas oublier que ces personnages ont réellement existé. Avec parfois des exagérations entre l'homme et la légende, comme le cas de Holmes que nous avons évoqué précédemment, mais aussi avec des histoires macabres qui ont fait des millions et des millions de victimes à travers les âges. De quoi se poser des questions sur la nature humaine. C'est la fin de cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire plus concis. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît plus ou moins que les formats plus courts précédents. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de passer par les commentaires pour me dire quel thème vous souhaiteriez voir abordé la semaine prochaine. Les thèmes en question sont affichés juste après. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à votre entourage. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!